Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy Expo en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre, vous le savez, sur notre site internet silver-economy avec un y-expo.com et bien sûr sur nos réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Dominique Libaud qui est président, je prends mon élan, du Haut Conseil de financement pour la protection sociale et directeur de l'EN3S. Bonjour Dominique Libaud. Bonsoir. Alors, président du Haut Conseil pour le financement et la protection sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Alors c'est une des instances, le Haut Conseil du financement de la protection sociale, heu, qu'on appelle Haut Conseil et c'est en fait des instances qui ont été créées. La première, c'était le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie en 2004, Mmh. autour des sujets de protection sociale et qui sont un peu des instances de concertation à froid entre, donc les partenaires sociaux, les professionnels de santé si on est sur les sujets d'assurance maladie, des experts, des administrations. Grosso modo, je dis un peu rapidement, mais ça fait un peu le travail que faisait le plan sous la 4e République sur les sujets de protection sociale. D'accord. Voilà. Et donc, on essaye de réfléchir, de travailler en commun et de éventuellement faire des propositions sur un certain nombre de sujets de fond. Et voilà. C'est beaucoup plus clair, effectivement. Alors, il y a un an, on s'était rencontrés. Vous veniez de remettre un rapport pour la loi grand âge. Et puis, Anne Masseran, on ne voit rien venir. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle va arriver, cette loi, à votre avis? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis ni ministre, ni Premier ministre, Bien sûr, bien. ni président de la République, d'ailleurs. Mais donc, alors, d'une part, enfin, mon rapport s'appelait le sous-titre était Le temps d'agir. Oui. Et donc, moi, depuis lors, je porte avec force l'idée que, effectivement, le sujet du grand âge est un sujet qui demande vraiment qu'on agisse rapidement, à la fois pour anticiper des chocs démographiques qui, quand même, vont venir relativement rapidement, et puis parce que la situation actuellement n'est pas satisfaisante. Et du reste, la crise Covid nous le rappelle. Je pense vraiment qu'on a besoin de repenser l'ensemble du sujet grand âge, et notamment, mais c'est pas seulement, mais pour permettre une meilleure attractivité des métiers du grand âge. Parce que je pense, et c'est ce dont on s'aperçoit dans la crise, c'est vraiment le fait que ces métiers sont essentiels, premièrement, Mmh. sont sous-valorisés, et que nous avons des gros problèmes d'attractivité, de fidélisation, et qui ensuite posent des problèmes de qualité, de continuité du service. Donc ça, c'est vraiment ma préoccupation majeure, si j'ose dire. Et donc, moi, j'espère une loi, ou en tout cas une démarche, une stratégie globale. Alors, le gouvernement n'est pas quand même tout à fait resté sans rien faire. Il y a d'une part un ministre délégué qui a été créé, il y a donc une 5e branche, donc l'idée que ce sujet soit un peu plus visible, soit donne lieu à un débat démocratique. Il y a quelques crédits qui ont été dégagés dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 sur l'autonomie. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on attend une vision globale pour notre société sur ce sujet du grand âge. Mais on a en plus un nouveau rapport qui arrive, des nouvelles commissions, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'inquiéter quand même sur le temps qu'on met. C'est vrai que alors ça devient un peu ironique, effectivement, quand on voit quelquefois de nouveaux rapports. Alors, ce qui est vrai à la décharge des pouvoirs publics, évidemment, c'est que la conjoncture Covid a On va en reparler, changé un paramètre absolument essentiel, qui est celui du financement. bien sûr. Euh, Quand j'ai fait mon rapport, la sécurité sociale était quasiment à l'équilibre. Quand on se projetait sur l'avenir, on pouvait espérer même des excédents des différentes branches. On pouvait tout à fait penser que la dette sociale allait être remboursée en 2024 et qu'on pourrait utiliser un certain nombre des prélèvements qui aujourd'hui sont consacrés à ce remboursement de la dette sociale à l'autonomie. Donc j'avais des schémas de financement, honnêtement, qui étaient totalement crédibles et Mmh. satisfaisants pour avoir une projection sur les 10 ou 15 ans à venir. La crise Covid a totalement changé, évidemment, ces données sur les finances publiques et notamment les finances sociales. Et donc, on peut comprendre qu'il y a eu besoin d'abord d'un nouveau rapport, qui est le rapport de Laurent Bachet, qui est voilà, des questions pas simples du tout, Mmh. voilà, et qui, je comprends, sont
font que le gouvernement doit se poser un petit peu des questions sur comment concilier cette nécessité qu'il continue à affirmer Mhm. fortement avec la situation des finances sociales. Oui, je comprends. Le nœud gordien du financement, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est revaloriser effectivement les salaires, mais également que ce soit à moindre coût pour les utilisateurs. C'est ça, en fait, la problématique, l'équation à résoudre? Voilà, malheureusement, c'est encore plus compliqué que ça. Oui, il y a Je la me doute. question donc des professionnels de santé. Alors, vous dites les salaires, c'est-à-dire la rémunération individuelle, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi combien de professionnels on a en fait, et on n'en a pas assez. On n'en a pas assez à domicile, on n'en a pas assez sans doute en établissement. Je proposais d'ailleurs d'accroître le ratio entre les aidants et les personnes aidées en établissement de 25%, parce que aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas non plus satisfaisantes. Et dans un certain nombre de cas, pas toujours, mais dans un grand nombre de cas, et lorsque si le travail consiste essentiellement à faire des toilettes, pour faire simple, eh bien, ce n'est pas ça qui rend très attractif le travail. Le sujet, c'est effectivement, évidemment, d'avoir des métiers qui sont plus sur le relationnel, sur la prévention, sur l'accompagnement des personnes, accompagnement pour maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Et ça demande de la formation, ça demande du temps. Donc, c'est toute une conception globale. Donc, effectivement, il y a tout cet aspect, effectivement, sur les métiers. Il y a l'aspect reste à charge que vous avez évoqué, qui est effectivement trop élevé pour un certain nombre de gens aujourd'hui en EHPAD. Et effectivement, j'avais des propositions aussi là-dessus. Mais il y a aussi, par exemple, l'aspect rénovation des hébergements, donc des EHPAD eux-mêmes, parce que je crois qu'il restera une forme d'hébergement collectif, même s'il faut rénover ce qu'est l'EHPAD. Et donc, il y a aussi de l'investissement à faire parce qu'il y a beaucoup d'EHPAD vétus. Pensons que dans la crise sanitaire, il y a encore des chambres à deux ou des toilettes communes ou des salles de bain communes. Vous voyez même que pour lutter contre une épidémie, ce n'est pas forcément les meilleures conditions. Donc, il y a une rénovation vraiment qui est nécessaire sur les EHPAD, mais aussi pour repenser un EHPAD nouveau. Et puis aussi sur l'hébergement, c'est beaucoup plus vaste parce que si on veut vraiment faire du maintien à domicile, ça veut dire aussi comment on pense le domicile demain. C'est tout un New Deal finalement c'est un peu trivial Absolument. aujourd'hui, mais c'est tout un changement de société, hein. Et je suis tout à fait d'accord avec ces termes. Moi, je l'emploie. C'est une nouvelle donne en New Deal, effectivement, sur le sujet du grand âge, qui doit amener, certes, des dépenses, comme je l'ai évoqué, mais par une meilleure qualité, par une meilleure prévention, aussi une meilleure espérance de vie en bonne santé, et donc des économies, et aussi à terme, dans notre système de santé, des personnes plus autonomes, ça sera aussi moins de coûts. Donc ça, il faut vraiment que ce soit un objectif très, très fort dans la politique de l'autonomie. Et aussi, c'est un sujet qui dépasse le médico-social, Oui, bien qui est un sûr. sujet sociétal, parce que, et il y aura ces innovations que l'on voit dans le salon en présentiel ou en virtuel, on voit bien qu'elle dépasse ce seul sujet médico-social, c'est aussi le lien social, c'est l'innovation technologique pour rester le plus longtemps chez soi, ça peut être des innovations au service de la mobilité. Donc voilà, nous avons besoin d'innovation pour penser autrement le sujet du grand âge dans notre société. C'est ça, il faut réinventer les politiques. Est-ce que justement, ça aurait permis d'éviter les plus de 5000 morts dans les EHPAD si on avait fait ça avant? Voilà, je serais vraiment extrêmement prudent et je crois qu'il faut, vraiment, je me garderais de… Sans aller dans la… enfin, là, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit, il ne s'agit pas de Non. taper, mais est-ce que si on avait pris les devants, est-ce que vous pensez que avec une meilleure, je sais pas, avec plus de monde, on aurait pu éviter ça? D'abord, il y a deux choses, je pense, sur la crise des EHPAD. Je dis vraiment avec beaucoup d'humilité, de reconnaissance pour tous les professionnels qui ont agi auprès des personnes âgées. Le premier, c'est que on a un sujet de réflexion éthique au départ qui sans doute n'a pas été suffisamment pris en charge sur qu'est-ce qu'on veut finalement d'une politique du grand âge et l'équilibre entre Ouais, la, la, les finalités sanitaires et puis aussi les finalités de respect de vie des personnes âgées et de vie sociale minimale. C'est-à-dire, on sait qu'un certain nombre de personnes âgées, dans la première phase où il y a un isolement très strict, évidemment, ont très très mal vécu cet isolement. Et certains se sont laissés glisser, puisque c'est le terme consacré bien sur ce sûr. sujet. Et donc, voilà, on a d'abord
est-ce que cette crise montre, c'est un besoin de réflexion. Qu'est-ce qu'on veut pour nos aînés, pour nous, quand on sera à cet âge-là, entre la vie biologique et le reste de la vie, et c'est des équilibres pas totalement évidents, et on ne peut pas faire reposer ces arbitrages uniquement sur les professionnels qui s'occupent de ces personnes. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, j'évoquais les professionnels bien formés. Eh bien, encore une fois, je rends hommage à tous les professionnels qui se sont occupés des personnes âgées, mais il est évident que plus on est formé, y compris au sujet d'hygiène sanitaire, et heureusement, les équipes d'EHPAD ont pu bénéficier très souvent de l'apport d'équipes d'hygiène hospitalière, par exemple, mais aussi donc la capacité de nouer des partenariats pour, lorsque ça va mal, pour travailler avec d'autres, y compris les équipes de HAD, mais aussi pour bien utiliser la télémédecine. Enfin, tous ces éléments-là, on voit que c'est des tâches pas si simples que ça, en fait. Pas si Sûr. simples que ça. Et donc, plus on aura de professionnels formés correctement, valorisés, plus on pourra correctement prendre en charge ces épisodes de crise sanitaire ou, en dehors des crises sanitaires, prendre en charge correctement l'accompagnement du vieillissement des personnes âgées. Oui, parce qu'il y a crise sanitaire, crise climatique, effectivement, ça peut continuer longtemps tout ça. Vous parliez de formation, l'EN3S, est-ce que ça forme les personnes décisionnaires de demain Alors, ça forme dans ce des domaine? personnes, en tout cas, qui vont avoir un rôle majeur dans le fonctionnement du service public de la protection sociale. Donc, sur le terrain, c'est pas, voilà, c'est pas l'ENA, hein, c'est qui Non. forme plutôt des cadres, donc des administrations centrales de l'État. Nous, on forme plutôt des gens qui vont être sur le territoire et qui vont être dans les caisses d'allocation familiale, les caisses d'assurance maladie, les caisses vieillesse, etc. Et qui vont faire fonctionner d'énormes systèmes à la fois de remboursement, de prestations, mais aussi de plus en plus des systèmes qui visent à accompagner des organisations de la prévention des personnes, de l'action sociale, etc. Donc, en tout cas, on essaye de réfléchir beaucoup avec nos étudiants sur les évolutions que provoque cette crise. En tout cas, le système de protection sociale, il va lui-même être largement modifié dans ses finalités, dans ses moyens d'action par cette crise. Et bien sûr, c'est un élément qui fait partie de la scolarité de l'école en formation initiale, mais aussi en formation continue, parce qu'on a aussi beaucoup d'activités de formation continue, et du reste aussi dans notre dialogue international avec d'autres lieux de réflexion sur la protection sociale dans le monde. C'est très clair. On dit que dans 10 ans, le nombre de personnes très, enfin, âgées, on va dire, va augmenter fortement. Il y a urgence à agir. Alors, il y a urgence à agir, non pas tant parce que le nombre de personnes en situation de perte d'autonomie va très brutalement augmenter, puisque en fait, ce qui va augmenter entre 2020 et 2030, c'est la classe d'âge de 75 à 85 ans. Ouais. Elle va passer de 4,1 à 6,1 millions de personnes en France, donc une augmentation de 50%. Et ça va poser des sujets, mais ce n'est pas encore la tranche d'âge qui est vraiment le plus concernée par la perte d'autonomie. C'est plutôt après 85 ans que là, on va D'accord. avoir beaucoup de personnes concernées. Et donc, c'est plutôt après 2030 qu'on aura un choc démographique extrêmement significatif. Pour autant, il y a urgence à agir, à la fois parce que d'abord, 10 ans, c'est pas si long que ça. Et si on veut des structures adéquates et si on veut suffisamment de personnel, etc., formés, bon, il faut commencer vraiment à avoir cette vision, mais surtout parce que les problèmes, ils sont immédiats, ils sont tout de suite. Les structures qui nous disent on n'arrive pas à trouver du personnel, elles sont innombrables. Et donc, nous avons besoin tout de suite, effectivement, de réfléchir sur l'attractivité des métiers, sur l'innovation. Et nous n'avons malheureusement pas le temps de procrastiner sur ces sujets. C'est très clair. Une dernière question, Dominique Libaud. La France, par rapport aux autres pays, on va dire d'Europe et du monde, les grands pays, on est plutôt bien placé, moins bien placé. Il y a du boulot. Moi, je pense qu'il y a plutôt du boulot. C'est-à-dire que déjà, quand on regarde sur les dépenses de protection sociale, on sait qu'on est très haut en dépenses de protection sociale en France par rapport à beaucoup de pays, par rapport à quasiment tous les autres pays, mais pas sur le sujet du grand âge. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que les comparaisons internationales s'appuient sur la notion de soins de longue durée qui Oui. n'est pas tout à fait celle donc, de la perte d'autonomie.
l'économie, mais globalement, on sait que d'abord, on a un petit retard et donc il y a sans doute un rééquilibrage, des arbitrages à faire dans les fonctions de protection sociale en France en prenant en compte ce sujet démographique. Et ensuite, en espérance de vie en bonne santé, on n'est pas non plus très bien placé. On est moins bon que les pays d'Europe du Nord et qu'un certain nombre de pays voisins, alors qu'on est assez bon par ailleurs en espérance de vie. Donc, il y a vraiment matière à améliorer notre stratégie. On retrouve une dimension du reste qui est souvent soulignée dans notre politique de santé, qui est la limite de le fait que la prévention est assez peu investie, ce qui concourt aussi à des inégalités, puisque si elle est peu investie, on va retrouver des inégalités de santé entre populations avec des critères sociaux, et c'est aussi un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors voilà, alors ceci étant, je dirais aussi que la crise Covid nous amène à regarder les choses aussi peut-être avec un autre regard. Par exemple, honnêtement, un pays qu'on avait été visité dans la concertation qui était la Suède et qui apparaissait comme un pays assez satisfaisant sur un certain nombre de ces sujets, a pris de plein fouet aussi le sujet des EHPAD et il y a une grosse interrogation aujourd'hui en Suède sur la mortalité en EHPAD, les modalités de gestion qui sont très liées aux collectivités locales. Donc, voilà, enfin, je constate que le sujet des personnes âgées et la façon dont elles sont prises en charge déborde très, très largement de notre pays et que c'est un sujet qui est revisité dans beaucoup de pays suite à la crise Covid. Bon, donc, on peut quand même être positif sur l'avenir et se dire qu'il y a des choses à faire, mais il faut les faire. Voilà. Il y a des choses à faire et moi, je note aussi énormément de bonnes pratiques de professionnels qui font un travail formidable. Je trouve qu'il y a une hétérogénéité très grande, hein, je le dis souvent dans les prises en charge, mais moi, je vois des choses que je trouve tout à fait remarquables, peut-être qui ne sont pas toujours assez soulignées et assez portées, si j'ose dire, par les pouvoirs publics, notamment en termes de financement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de financement à la qualité. Donc, je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais voilà, on doit pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de ces bonnes pratiques et énormément de compétences et de dévouement voilà, qui me frappe beaucoup, beaucoup dans ce secteur pour pouvoir construire l'avenir parce que c'est une attente effectivement de tout le secteur d'avoir les conditions qui permettent effectivement de mieux prendre en charge nos aînés. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Dominique Libaud. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve donc dans quelques instants avec un nouvel invité.